Donc, aujourd'hui, parlons du règne de Mehmed V. Alors, je vous l'annonce tout de suite, on ne parlera pas réellement de la personne de Mehmed V, de ses qualités, de ses défauts, de sa personnalité, pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas beaucoup d'informations, et que durant son règne, il se contenta d'être simplement une marionnette au service du gouvernement des jeunes Turcs. Donc, on ne parlera pas directement de lui, même si je ferai une première partie sur sa vie et sur ce qu'on sait de lui. Mais durant cette vidéo, qui risque d'être très longue, on va avant tout se concentrer sur 3 événements majeurs de son règne. Règne qui va être marqué quasiment que par cela. La guerre italo-turque de 1911 à 1912, les guerres balkaniques de 1912 à 1913, et la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Je peux vous le dire, on a pas mal de boulot. Alors commençons. Tout d'abord, commençons par les choses que l'on sait sur Mehmed V. Né en 1844 à Constantinople, il est un prince de la famille des Osmanlı, la famille impériale ottomane. Son père est Abdülmecid Ier, et lui-même, Mehmed V, est le frère des 2 précédents sultans ottomans que nous avions vus, Mourad V et Abdülhamid II. Et également son successeur, il me semble, Mehmed VI, est également son frangin. On peut dire qu'en une fratrie de princes ottomans, l'empire s'est totalement effondré. Ce qui est assez notable pour le dire. Et donc, il succède à son frère Abdülhamid II suite à la révolution des jeunes Turcs de 1909. Ceci le mettant sur le trône ottoman pour son inexpérience et sa docilité. D'ailleurs, il monte sur le trône à l'âge de 65 ans, ce qui éventuellement accentue encore plus sa docilité. Disons que il commence à être peut-être un peu sénile. Bref, à part cela, on sait à vrai dire assez peu de choses d'autres sur le sultan Mehmed V. On ne sait rien de sa personnalité, ni de sa vie en général, comment il vivait. Bon, comme tout sultan ottoman dans le faste et dans l'opulence, fermé de toute sa population dans le palais de Topkapı, certes, mais sinon, sur des détails plus précis, on n'a pas grand-chose. Les jeunes Turcs, au final, ne l'utilisant que pour le parader dans les rues. Il sera, au final, on peut le dire, plus le spectateur que l'acteur de son règne, assistant à la lente désagrégation de son empire, mourant d'ailleurs peu avant la défaite de l'Empire ottoman face à l'entente lors de la Première Guerre mondiale, le 3 juillet 1918. Bon, maintenant que l'on a évoqué la vie en général de Mehmed V, malgré le peu de détails que l'on a, on va pouvoir passer au gros du travail. Les 3 gros événements de son règne, c'est-à-dire les différentes guerres qui vont mettre l'Empire à genoux. Alors, je ne parlerai pas des années allant de 1909 à 1911, étant donné que, bon, à part des restructurations ou des renouvellements de gouvernement des jeunes Turcs, rien ne se passe réellement. Il n'y a pas de grandes réformes ni de grands événements. Tout commence donc en 1911 avec la guerre italo-turque. Donc, cette guerre qui va opposer du 29 septembre 1911 au 18 octobre 1912 les troupes du protectorat de Sénoussi, les locaux, soutenus par des troupes ottomanes également, aux troupes coloniales italiennes. Alors, un peu de contexte tout d'abord. Les Italiens, ayant raté la course à la colonisation, étant donné que, je le rappelle, c'est une nation qui est très jeune, et le Risorgimento, excusez mon accent italien assez médiocre, qui va voir donc l'unification de toute la péninsule italienne, va se faire assez tardivement, en 1871 si je ne dis pas de bêtises.
Ce qui fait que la colonisation, déjà lancée depuis quelques années, est déjà bien entamée lorsque les Italiens commencent à avoir des rêves coloniaux. D'ailleurs, ils veulent se rattraper en conséquence. Et ils annexent de nombreux territoires qui étaient occupés par personne, comme l'Érythrée ou la Somalie. D'ailleurs, avec des guerres assez sanglantes contre l'Éthiopie. Et maintenant, voilà qu'ils rêvent d'annexer ce territoire sous influence ottomane, et qui est d'ailleurs promis par les Allemands et par toutes les cours européennes pendant le congrès de Berlin de 1878. Bref, les Italiens ont les dents longues en Afrique. De plus, le gouvernement participe à cela. On a une immense campagne de propagande qui dépeint la Libye, car on parle donc de la province de la Tripolitaine, qui est voulue donc par l'Italie comme une région idéale, remplie de richesses et où les peuples arabo-berbères et africains veulent se libérer du joug ottoman. Et donc, face à cela, la population est assez peu réticente face à la guerre. Et les Italiens se lancent donc à la conquête de cette province. Conquête qu'ils pensent assez simple. Donc, après des pourparlers menés grâce à l'intermédiaire de l'Autriche-Hongrie, les jeunes Turcs acceptent tout d'abord un transfert de contrôle, mais en gardant officiellement le contrôle de la province. Tout ça pour garder les apparences, car je le rappelle, les jeunes Turcs sont également de gros nationalistes et sont assez réticents à perdre de nouvelles provinces de l'Empire ottoman. La solution côté italien ne plaît absolument pas, et donc la guerre est déclarée en 1911. Malgré l'impréparation de l'armée de terre italienne, une action combinée de la marine et de l'armée arrive à s'emparer de la ville de Tripoli, aujourd'hui la capitale de la Libye, le 3 octobre. Alors, les Ottomans proposent des négociations pour éventuellement rattraper la catastrophe qui est en train de se profiler, car les Turcs sont assez peu nombreux sur place et assez peu armés et totalement isolés du reste de l'Empire. Proposition refusée par les Italiens, qui se pensent totalement supérieurs aux Turcs et capables de conquérir l'entièreté de la province. Ils n'ont pas forcément tort d'ailleurs. Et finalement, le fait que les Italiens refusent les pourparlers convainc les Ottomans, en tout cas les officiers sur place, à défendre jusqu'au bout la province, qui ne va pas tomber si facilement que cela aux mains des Italiens. Malgré toutes les bonnes dispositions et la motivation des officiers sur place, disons que les défenses ottomanes sont assez faibles, dues à une armée en pleine restructuration grâce à l'aide allemande, et avec une marine encore composée de navires en bois. C'est pas glorieux. Les officiers sur place durent donc se débrouiller seuls, avec l'aide des troupes ottomanes qui étaient déjà déployées sur place, et en recrutant par-ci par-là les tribus bédouines et arabes de la région, aidés d'ailleurs de leurs alliés du Sénoussi. Les opérations militaires, après la prise de Tripoli le 3 octobre, continuent, cette fois en Cyrénaïque, où la conquête se passe au début bien pour les Italiens. Mais suite à des revers et à la résistance de Benghazi, le corps italien passe très rapidement de 20 000 hommes à 100 000 hommes. Disons que la réaction est assez radicale. Suite à une guerre de position contre les 28 000 troupes arabo-turques, Benghazi tombe finalement aux mains des Italiens. Mais de jeunes officiers turcs,
comme Mustafa Kemal ou le futur Enver Pacha, se retirèrent alors dans le désert pour organiser la résistance et une contre-attaque sur les lignes de défense italiennes autour de la ville de Tripoli. Ils ont certes perdu Benghazi, mais ils veulent en contrepartie leur retirer Tripoli. Les Italiens, qui eux se pensaient déjà victorieux et ayant le total contrôle sur toute leur province italienne, sont alors extrêmement surpris de la vigueur et de la détermination des officiers turcs. Les Italiens, en contrepartie, et pour encore plus affaiblir l'Empire, étant donné que les opérations ne se limitent pas que à la Libye ou à la Méditerranée, attisent également la haine des tribus yéménites contre l'Empire, qui a dû envoyer en conséquence des troupes pour calmer les troubles. Oui, je le rappelle, les Italiens ont en leur possession l'Érythrée, donc une base navale d'où ils peuvent armer des rebelles. Les Ottomans avaient pas besoin de ça déjà. À la fin de 1911, Mustafa Kemal remporte alors une victoire majeure en Libye face aux Italiens, lors de la bataille de Tobrouk, encore une fois en Cyrénaïque, contre des Italiens 10 fois plus nombreux. Ce qui impressionna l'état-major ottoman et ce qui le fit promouvoir au quartier général de Derna, toujours en Libye, au début de l'année 1912. Les combats alors continuèrent près de Derna, près de l'état-major ottoman, en Libye, durant encore quelques mois, où les Italiens, malgré des difficultés liées à la logistique et à la résistance des troupes ottomanes, remportèrent très difficilement une victoire. 1912 voit également l'occupation de Rhodes par la flotte italienne. Puis, au final, à l'arrivée de l'hiver, les opérations militaires cessent tout d'un coup en Cyrénaïque, et le front ne bouge plus trop. Cette fois, c'est à la diplomatie de s'agiter. Et l'atout majeur de l'Italie dans ce conflit, c'est bien évidemment sa flotte. Car, en effet, disons que la tâche n'est pas trop ardue face à une flotte ottomane encore constituée de navires en bois, certes. Mais il faut dire qu'à cette époque, le contrôle de la mer Méditerranée par les Italiens est quasi total. C'est Mare Nostrum. Également parce que les Anglais veulent pas trop sortir. Mais bon, ceci n'est qu'un détail. Et donc, la flotte italienne réussit des opérations en mer Égée et accentue sa totale suprématie sur la côte libyenne et même sur la côte levantine, menaçant même des fois Constantinople. En plus de provoquer la colère autrichienne, parce que les Autrichiens avaient extrêmement peur de l'irrédentisme, la volonté d'expansion de l'Italie au détriment d'eux, et donc ils voulaient pas non plus trop les voir pousser le bouchon un peu trop loin face aux Ottomans, pour la bonne et simple raison qu'ils ne voulaient pas qu'ils deviennent trop puissants. Et également parce que les Italiens commençaient à agiter les troubles dans les Balkans, ce qui, en tant que précaré autrichien, considéré par Vienne, bien sûr, est un peu considéré comme une insulte, sachant que les Autrichiens voulaient encore une fois calmer tout ce beau monde entre les Italiens, les Balkaniques et les autres. Les Autrichiens voulaient un peu calmer le tout. Mais, encore une fois, cela ne marcha pas, car les pays balkaniques, sur la voie de la guerre, face à un empire affaibli, se décidèrent finalement à attaquer. Le 8 octobre 1912, la Ligue balkanique déclare la guerre à l'Empire ottoman. Alors, les Italiens, tout contents de leur coup, décident de signer la paix
face aux Ottomans lors du traité de Lausanne. Les Ottomans cèdent en partie la Libye, surtout la côte, l'intérieur des terres restant sous le contrôle de leur protectorat le Sénoussi. Mais maintenant que cette guerre est finie, il est temps de traiter d'une toute nouvelle, la première guerre balkanique. Maintenant, parlons de la deuxième guerre qui va marquer le règne de Mehmed V, la première guerre balkanique de 1912. Mais avant cela, encore une fois, excusez-moi, mais un peu de contexte. Donc, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, les Ottomans perdent de plus en plus d'influence et de contrôle sur leurs territoires européens, dans les Balkans, avec la création de nouveaux États balkaniques, comme la Bulgarie suite au traité de San Stefano de 1878. Également, ces mêmes États nouvellement créés ont des revendications sur les provinces rouméliennes, en gros européennes, de l'Empire. Et également, on observe des volontés indépendantistes d'autres peuples des Balkans, comme les Albanais, qui se soulèvent à partir des années 1909. De plus, c'est un affrontement interposé, bien sûr, entre plusieurs grandes puissances européennes. L'Allemagne soutenant les Ottomans, les Autrichiens et les Russes voulant leur part du gâteau dans la région, et les Anglais regardant d'un air très intéressé et très rapace la situation évoluer en leur faveur ou en leur défaveur, prêts à sauter sur la première occasion pour se tailler quelques petites bases en plus dans la Méditerranée. Bref, disons que les provinces européennes de l'Empire sont faciles à prendre et que tout le monde les veut. Donc, en 1912, les Serbes ont les dents longues dans les Balkans, n'ayant pu s'emparer de la Bosnie, annexée par les Autrichiens, et voyant en mai 1912 une sorte de proto-État albanais se former avec l'aide des Ottomans. Enfin, ils étaient obligés, parce qu'ils n'avaient pas les moyens militaires d'arrêter la rébellion, se former au détriment de leurs prétentions territoriales, car les Serbes veulent un accès aux mers chaudes. Donc, encore une fois, problème. À la même époque, on voit également la création de la Ligue balkanique, composée de la Bulgarie, du Monté N-Word, je n'ai pas le droit de le dire sur YouTube malheureusement, de la Grèce et de la Serbie, chacun voulant un bout d'empire ottoman, dans les Balkans bien entendu. Les Bulgares étant bien entendu les plus expansionnistes dans ce gros schmilblick. Cela fait peur aux Autrichiens, qui voient d'un très mauvais œil tout d'abord les volontés expansionnistes de tous ces États, car les Autrichiens voient un petit peu les Balkans comme leur précaré, et également voient d'un très mauvais œil le soutien russe qui est apporté à tous ces États, notamment la Bulgarie. Face à toutes ces poussées expansionnistes sur leur province, les Ottomans se doivent quand même un minimum de réagir. Parce que bon, on parle quand même de leur territoire à la base. Ça ressemble certes à un gros terrain de jeu où se bagarrent un peu toutes les puissances européennes et des nouveaux États dont on ne sait même pas d'où ils sortent, mais ça reste quand même à la base des provinces ottomanes. Donc, l'état-major ottoman prépare des plans de bataille en déployant 400 000 hommes dans la région pour s'opposer aux forces coordonnées de la Ligue. En Thrace, elle va devoir affronter les 600 000 Bulgares du tsar Ferdinand, empereur de Bulgarie.
Déjà rien que là, elle est en infériorité numérique, ça va pas aller en s'arrangeant. Également, ces 600 000 Bulgares, rappelons-le, c'est la plus grande force armée des Balkans. Et en plus, au niveau qualité, c'est également les meilleurs soldats des Balkans, étant donné qu'on surnomme à l'époque la Bulgarie la Prusse des Balkans. C'est dire un peu la qualité de l'armée bulgare. Ensuite, le reste des armées de la Ligue sont déployées en Macédoine, avec 400 000 Serbo-Bulgares et également des Grecs, attaquant les forces ottomanes fortes de 200 000 hommes. Ainsi donc, les opérations vont commencer en 1912. D'abord, parlons du théâtre bulgare, qui se situe majoritairement en Thrace donc. Alors, les Bulgares, forts de leur supériorité numérique, technologique, qualitative, tentent de premières offensives en Thrace, qui est une province alors totalement sous-défendue et qui est laissée un peu en retrait face à l'importance stratégique qui est donnée à la Macédoine. Alors, les Bulgares, face à si peu de défense, rencontrent succès sur succès et font tomber toutes les lignes de défense ottomanes et mettent même le siège devant la capitale de la Thrace ottomane, Andrinople, qui est également une ancienne capitale du sultanat ottoman. Également, aucun renfort ottoman ne peut être acheminé des autres armées de l'Empire, notamment dans le Levant, en Palestine ou en Mésopotamie, étant donné que la flotte grecque bloque totalement la mer Égée, interdisant tout renfort de passer, et le système ferroviaire ottoman étant déficient. Après cela, de nouveaux succès bulgares obligent les Ottomans à se replier sur la ligne défendant Constantinople même, qui avait été à la base utilisée lors de la guerre russo-turque de 1877. C'est dire à quel point la menace est grandissante. Et les Bulgares atteignent à ce même moment la mer de Marmara, c'est-à-dire qu'ils ont littéralement coupé en deux les forces turques, celles de Thrace et celles de Macédoine. C'est une catastrophe totale. En plus, cela est coordonné avec la prise de Thessalonique par les Grecs, qui coupe définitivement les forces ottomanes de Macédoine du reste de l'armée, certes, mais surtout de la mer, d'où venait la majorité du ravitaillement possible. Mais les Ottomans n'ont pas dit leur dernier mot. Et effectivement, ils réussissent à repousser une énième attaque bulgare sur leur ligne de défense défendant la ville de Constantinople. Et alors, des négociations commencent entre les Serbo-Bulgares et les Ottomans, notamment autour d'un armistice qui est signé, qui a plus les apparences d'un cessez-le-feu à vrai dire. Mais au même moment, on a un coup d'État. Non pas du côté ni des Bulgares ni des Serbes, non, ce serait trop beau pour les Ottomans, mais de leur propre côté. Effectivement, Enver Pacha renverse en février 1913 le gouvernement des jeunes Turcs, sachant que c'est lui-même un jeune Turc, mais lui c'est un vrai jeune Turc. Oui, il y a les bons et il y a les mauvais jeunes Turcs, c'est subtil. Et qui installe donc à la tête du gouvernement ottoman un triumvirat de ministres qui va diriger l'empire jusqu'à sa chute à peu près. Ce qui désorganise encore plus l'appareil d'État, l'appareil militaire, car les trois ministres s'occupent également de faire quelques purges dans l'état-major. Forcément, ça baisse l'efficacité de l'appareil militaire en pleine guerre. C'était pas la meilleure décision à prendre.
Et donc, on décide d'une nouvelle offensive. Cette fois non pas bulgare, mais ottomane. Et qui parvint même à causer de lourdes pertes aux Bulgares. Mais son succès stratégique majeur étant donné que l'objectif, c'est-à-dire libérer Andrinople, n'est jamais atteint. Cette fois, c'est aux Bulgares de jouer. Effectivement, ils décident d'un assaut sur la capitale de la province de Thrace ottomane, Andrinople, qui est assiégée depuis déjà quelques mois. Et donc, un assaut coûteux et inutile est mis en place par les Bulgares et réussit finalement à faire tomber la ville aux mains des Bulgares. Assaut inutile étant donné que la ville était à quelques jours de se rendre. Mais bon, pas grave. Et c'est à peu près tout pour les opérations du côté bulgare. Maintenant, passons du côté des Grecs. Alors, à cause de décisions stratégiques désastreuses du côté ottoman, les Grecs parviennent dès le début des opérations militaires, comme je l'avais dit, s'emparer de la ville de Thessalonique et a donc isolé l'armée ottomane de Macédoine. Malgré des contre-attaques turques, les Grecs arrivent à maintenir leur position en Épire et à Thessalonique, et s'emparent d'ailleurs de tout le sud de l'Épire. De plus, grâce au soutien de leur flotte, les Grecs parviennent à bloquer la flotte ottomane dans le détroit des Dardanelles, malgré des combats assez violents entre la flotte ottomane et la flotte grecque. Également, celle-ci s'empare des différentes îles ottomanes de mer Égée. C'est à peu près tout pour le côté des opérations grecques. Du côté serbe maintenant, c'est assez peu dense encore une fois. En Macédoine, l'armée serbe devant s'opposer à la majorité des forces turques, parvient à écraser ces derniers lors de nombreuses batailles sanglantes et décisives. Puis ensuite, les armées serbes, accompagnées des Monténégrins, bifurquent vers le nord de l'Albanie, où ils doivent se retirer face à l'insistance des puissances étrangères, ne voulant pas voir la Serbie avoir un accès à la mer, et également étant pas trop contente du comportement des Serbes face aux populations albanaises. Mais bon, ça, ce n'est qu'un point de détail, n'est-ce pas? En conséquence donc, face à toutes ces défaites, l'Empire ottoman cède quasiment tous les Balkans et ses îles en mer Égée. Son influence dans la deuxième guerre balkanique, qui va voir s'opposer la Bulgarie à tous les autres pays des Balkans, va être assez minime. Et au final, rien ne change réellement sur ses frontières. L'Empire maintient tout de même ses bases dans les Dardanelles et sa possession de Constantinople. Les apparences sont sauvées. Mais bientôt, la situation risque d'être un poil plus ardue. Effectivement, car nous sommes donc à la fin de 1913. Et si vous n'êtes pas trop nul en histoire, vous devez savoir que en 1914, c'est-à-dire à peine quelques mois après la première guerre balkanique, se passe un événement majeur dans l'histoire mondiale, la Première Guerre mondiale. Conflit dans lequel l'armée ottomane va pleinement participer du côté des empires centraux, et qui va être une catastrophe pour l'Empire. Probablement le dernier clou dans le cercueil du sultanat ottoman. Alors, tout d'abord, parlons des opérations militaires, car on va découper notre analyse de l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale en plusieurs parties, car, encore une fois, c'est assez dense. Un peu comme toute cette vidéo finalement. Alors, tout d'abord, malgré des réticences,
l'Empire va entrer en guerre aux côtés des puissances centrales en octobre 1914, dû à ses liens très profonds avec l'Empire allemand, qui modernise et restructure son armée. Et de plus, si les Ottomans pouvaient récupérer quelques territoires qu'ils avaient perdus lors des deux guerres précédentes, ce serait pas mal. Bientôt, également, en même temps que la déclaration de guerre, Mehmed V, portant le titre de calife sunnite de l'islam, titre porté par les sultans ottomans depuis bien des siècles, eh bien, grâce à ce titre, Mehmed V appelle au djihad et appelle sous les bannières de l'Empire tous les musulmans du monde et leur demande de se soulever face, par exemple, à tous les empires coloniaux présents chez eux. En gros, il demande aux populations musulmanes de se rebeller contre les Anglais et les Français. Succès assez limité, parce que personne l'écoute réellement et le titre de calife c'est bien beau, mais disons qu'à l'époque il a un peu perdu tout son sens. Mais donc, pourquoi l'Empire ottoman se jette ainsi dans la machine infernale de la guerre industrielle? Bien, l'objectif est la réalisation du projet pan-turc et le contrôle des anciennes provinces perdues de l'Empire ottoman, comme l'Égypte. De leur côté, les puissances européennes veulent disloquer l'Empire en de nouvelles zones d'influence et contrôler surtout les zones pétrolifères et très riches en minerais qui sont présentes en Irak, dans le Levant, en Syrie et dans les provinces caucasiennes de l'Empire. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Au final, seules les relations avec l'Allemagne sont très bonnes. Et c'est le cas déjà depuis le règne d'Abdul Hamid II. Et ça s'est concrétisé sous Mehmed V car une mission militaire allemande effectue une refonte totale des armées ottomanes sur le modèle allemand. Si vous regardez un ordre de bataille d'une division ottomane d'infanterie, c'est exactement le même qu'une division d'infanterie allemande en 1914. Et en plus, si vous regardez bien, vous avez à chaque fois l'état-major allemand qui chapeaute le tout. De plus, les Allemands ne participent pas que à la modernisation de l'armée de terre, ils participent également à la modernisation de l'arme navale, notamment en fournissant les croiseurs allemands Breslau et Goeben qui vont renforcer la marine turque et ce qui provoquera d'ailleurs l'entrée en guerre de l'Empire ottoman. Étant donné qu'à la base ils traînaient en mer Égée, ils faisaient de la course, ils sont fait poursuivre par la flotte anglaise, ils sont réfugiés à Constantinople et par un traité assez douteux, les Allemands les ont refilés aux Ottomans. Les Anglais étaient pas trop contents. Et ça a forcé en quelque sorte la main aux Ottomans pour qu'ils déclarent la guerre. Et même, une autre chose qui est à souligner, c'est que les Allemands projettent également de créer une voie ferrée Berlin-Bagdad, qui est une entreprise pour tout simplement renforcer les liens entre les deux États, déjà extrêmement grands, et également pour faciliter l'envoi d'éventuels renforts si ça se passait mal sur les fronts mésopotamiens, levantins ou caucasiens. Également, parlons du pouvoir de l'époque, qui est dirigé par le triumvirat des trois pachas, Enver Pacha, Talaat Pacha et Semal Pacha, qui forcent la main du gouvernement depuis leur coup d'État de janvier 1913. Bref, l'Empire n'a qu'à bien se tenir, car
Certes, l'armée a été considérablement renforcée et modernisée par la mission militaire allemande, mais à la grande colère des militaires, elle est dirigée par des comités politiques des jeunes Turcs et par les Allemands eux-mêmes. Je vous avais expliqué le machin des ordres de bataille des divisions ottomanes. De plus, l'armée est mal ravitaillée, dispersée sur les différents fronts que doit protéger l'Empire ottoman, et elle ne pourra pas tenir éternellement sur toutes les frontières de l'Empire, face aux puissances combinées russes, anglaises, françaises, etc. etc. Mais il est vrai qu'en octobre 1914, l'entrée en guerre de l'Empire ottoman ouvre de toutes nouvelles perspectives de front et de possibilités pour les belligérants. Les empires centraux doivent maintenant s'empresser de s'emparer de la Serbie pour aider leur allié à tenir face à l'Entente. De son côté, d'ailleurs, l'Entente doit s'emparer des ressources minières de l'Empire, pouvant aider à soutenir l'économie allemande, qui en raffole, surtout de pétrole pour faire tourner sa flotte. Donc, en conséquence, l'Empire ottoman va devoir affronter une guerre industrielle, avec une industrie déficiente, une économie archaïque et une logistique quasi absente. L'Empire n'est simplement pas prêt. Faisons donc un petit tour d'horizon des différents fronts. Tout d'abord, le Caucase. Les hostilités vont être lancées d'abord par les Ottomans en 1914. Et cette première offensive ottomane est un désastre. Les Russes battent les Turcs lors de la bataille de Sarıkamış et s'enfoncent en Arménie ottomane. Le front géré à la base par Enver Pacha est alors abandonné par celui-ci, non sans massacre, on le verra plus tard. Et finalement, le front reste statique jusqu'en 1916, où les Russes, commandés par le général Yudenich, battent les Turcs lors d'une nouvelle offensive lors de la bataille d'Erzurum, ce qui leur permet de s'enfoncer le long de la mer Noire. Au final, la guerre civile russe, avec ses révolutions, fait totalement s'effondrer le front, et l'armée qui va avec. Alors l'armée ottomane en profite pour s'emparer de ces régions qu'elle convoite, notamment Bakou pour son pétrole. Malgré une contre-attaque britannique d'ailleurs qui vise à s'emparer de Bakou, les Turcs résistent et gagnent. Ce sera leur dernière victoire de la guerre. Et ils seront au final renvoyés sur leur base, d'abord par le traité de Lausanne et également par les révolutionnaires russes. Ensuite, le deuxième front important, c'est l'Europe. Les hostilités s'ouvrent en 1915 par la campagne des Dardanelles, qui est un désastre pour l'Entente. Effectivement, les forces britanniques et françaises pensaient à une attaque navale sur Constantinople pour faire s'effondrer totalement le régime des jeunes Turcs. Au final, devant l'impossibilité de franchir le détroit des Dardanelles, l'opération navale se mue en une opération terrestre, où les Ottomans, dirigés par von Sanders, ce n'est pas un Turc, c'est un Allemand. Je pense que le von indique bien son origine géographique. Ce von Sanders va donc repousser l'entente à la mer après de violents combats et des défaillances logistiques du côté de l'entente, notamment pour ce qui est de l'eau, sur un théâtre en plein été qui est particulièrement aride. C'est une catastrophe. Alors, après un repli cette fois plutôt bien exécuté par l'entente et l'entrée en guerre de la Bulgarie,
les forces britanniques et françaises débarquent à Thessalonique, une ville grecque. Alors la neutralité grecque, disons que ce n'est pas très important, hein. Et donc cela ouvre un nouveau front en Macédoine. Les Ottomans participent aux opérations sur ce front avec les Germano-Bulgares et tiennent le front jusqu'en 1918. D'autres corps mineurs également seront envoyés sur d'autres endroits du front, notamment sur le Danube face à la Roumanie, et même en Galicie. Si vous vous demandez où c'est la Galicie, c'est l'actuel ouest de l'Ukraine. J'étais moi-même étonné de l'information. Et donc, épaulés par les Austro-Hongrois et les Allemands, ces troupes seront mieux équipées et mieux ravitaillées par les troupes des empires centraux. Et elles vont alors prouver leur valeur au combat. Et ça va être des unités extrêmement efficaces. Également, cela va développer les tactiques de Stoßtruppen chez certains de ces régiments. Bref, on voit que quand l'armée ottomane est bien équipée, bien commandée et bien ravitaillée, tout de suite, les troupes combattent beaucoup mieux et ça marche beaucoup mieux. Le troisième front donc, car les frontières de l'Empire ottoman sont assez grandes, c'est la Perse. Alors, certes, la Perse est un État neutre, mais comme vous le savez, l'entente et les États neutres, c'est une grande histoire d'amour, disons que ça ne sert à rien. Si l'entente a envie de débarquer chez vous, malgré que vous êtes neutre, et d'ouvrir un nouveau front, elle le fait. Et ça va être le cas pour la Perse, où on va avoir quelques affrontements assez violents pour le contrôle des régions pétrolifères d'Hamadan, qui sont sous le contrôle des Perses, je le rappelle, et qui devient un lieu de combat intense malgré la neutralité de la Perse, et qui sera un lieu de combat jusqu'à la fin de la guerre. Un autre front majeur cette fois, c'est le Levant et l'Arabie. Alors, dès le début de la guerre, les hostilités commencent dans cette région. Une opération est montée par les Ottomans, par Enver Pacha, pour s'emparer du détroit de Suez. Mais cette opération échoue lamentablement dû aux difficultés logistiques et à la flotte anglaise qui pilonne les colonnes turques avançant dans le Sinaï. Des îles encore contrôlées par les Turcs en mer Égée également se font envahir par les Britanniques et même des îlots le long de la côte levantine, notamment devant le Liban, ce qui complexifie encore plus la logistique et l'économie ottomane. D'autres offensives sont tentées en 1916 du côté ottoman, notamment à Aden, sous contrôle des Britanniques, mais également, encore une fois, à Suez, qui se conclut encore par des échecs latents. Au même moment, on a également la révolte arabe, soulevée par le shérif Hussein et Laurence d'Arabie, qui compromet le contrôle turc dans toute la péninsule arabique, ce qui rajoute un nouveau front à l'armée ottomane qui commence à être particulièrement à bout. Surtout que là, les troupes se font harceler par les cavaliers bédouins. En 1917, les forces ottomanes de Palestine, comptant à peine 18 000 hommes, c'est-à-dire à peine la taille d'une division, mal ravitaillés et harcelés par les bédouins du shérif Hussein et de Laurence d'Arabie, s'effondrent et abandonnent la province à une armée britannique. En 1918, malgré l'arrivée de renforts allemands,
Décidément, ils auront vraiment été partout. Le front s'effondre face au général anglais Allenby, qui s'empare de Damas et d'Alep, ce qui force les Ottomans à se replier en Anatolie. De plus, les communications sont alors coupées avec l'Allemagne suite à la capitulation bulgare. Et maintenant, dernier front à aborder, la Mésopotamie. Alors là, les hostilités dues à la présence du Koweït vont être encore une fois assez violentes. Les Britanniques provoquent de lourds combats dans la région pour le contrôle des champs pétrolifères de Bagdad. Et après des échecs britanniques assez sévères en 1915 et 1916, l'offensive reprend sur Bagdad en 1917 et est un succès majeur, mais sans repli ottoman vers l'Anatolie, où des troupes resteront jusqu'à la fin de la guerre. Après tout cela, c'est l'effondrement total. Après l'armistice bulgare, que nous avions évoqué précédemment, le front de Constantinople est alors directement menacé par l'armée d'Orient, dirigée par le général français Franchet d'Espéré, et coupe également l'empire de son allié allemand. Le gouvernement des jeunes Turcs alors s'effondre, les ministres se rejetant la faute les uns sur les autres, et surtout sur Enver Pacha, ce qui est tout de même un peu mérité. Un coup d'État, encore un, met en place un nouveau gouvernement, dirigé par Isset Pacha, un général, qui demande l'armistice. De plus, la même année, 1918, est mort Mehmed V. Bon, maintenant que l'on a traité des opérations militaires de l'armée ottomane, parlons un peu de ce qui s'est passé à l'arrière du front. Tout d'abord avec la vie politique. Donc, le gouvernement, qui est dirigé depuis 1913 par un triumvirat de ministres, qu'on appelle le triumvirat des Pachas, qui ne laisse donc au sultan Mehmed V une place de fantoche, qu'on sort des fois du palais de Topkapı pour faire joli, eh bien, il contrôle tout l'empire. Et surtout impose à la population une propagande de guerre extrêmement importante, qui est axée donc sur la religion musulmane et surtout sur le nationalisme turc, point essentiel pour le gouvernement des triumvirats des Pachas. Un autre aspect à étudier, c'est le blocus de l'entente. Effectivement, l'entente, dès l'entrée en guerre de l'Empire ottoman, va mettre toutes les côtes ottomanes sous un blocus complet, ce qui met l'économie à genoux. Effectivement, l'économie locale, tournée vers la mer et les rapports proches entre les différents ports de la côte ottomane, est extrêmement affectée par cela. La capitale étant même presque coupée du reste de l'Empire par la flotte russe cette fois. L'économie archaïque ne peut survivre à toutes ces difficultés et la famine commence de plus en plus à régner dans l'Empire. Famine qui va se voir au niveau de la vie des civils. 1 million de civils meurent durant la guerre de la famine. En plus, le despotisme des gouverneurs ottomans font se révolter les ethnies non turques et non musulmanes dans les provinces de l'Empire. Ce qui est également l'une des causes de la révolte arabe. L'un des autres points également à aborder sur l'arrière, c'est les génocides. Effectivement, en 1915, c'est la période des grands génocides que vont effectuer le gouvernement des jeunes Turcs sur les Arméniens, mais pas que. Il va s'étendre sur tous les chrétiens d'Orient de l'Empire, par volonté idéologique, car on disait
qu'ils avaient trahi l'Empire, notamment suite à la désastreuse campagne dans le Caucase de 1915, et également pour des raisons économiques. Effectivement, le fait que des milliers d'Arméniens et des chrétiens d'Orient soient massacrés et déportés, ça fait que toutes leurs propriétés et leurs richesses n'appartiennent plus à personne, si ce n'est aux habitants non chrétiens de toutes ces régions. Ce qui fait que, après les déportations, on observe de véritables loteries où les biens des Arméniens et des chrétiens d'Orient sont vendus, cette fois aux sujets musulmans de l'Empire, qui profitent de cela. Des centaines de milliers de chrétiens d'Orient sont déportés et exterminés par le gouvernement des trois pachas, pour ainsi se venger, soi-disant, des défaites de l'Empire, plus dues à leur incompétence militaire impressionnante qu'à la faute de tous ces innocents. Bref, qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette Première Guerre mondiale? Eh bien, au final, après une situation à l'arrière catastrophique, que ce soit pour l'économie ou pour la vie des civils en général et même les génocides, avec une situation militaire catastrophique où tous les fronts s'effondrent, le gouvernement post-coup d'État contre le triumvirat des Pachas signe l'armistice de Mudros, qui met fin aux hostilités entre l'Empire et l'Entente. La paix qui est signée est catastrophique pour l'Empire, qui est dirigé alors par le frère de Mehmed V, Mehmed VI, qui perd toutes les provinces de l'Empire ottoman, sauf Constantinople et une partie de l'Anatolie, qui est elle-même amputée. Mais cela crée d'énormes problèmes et surtout des volontés vengeresses dans certains cadres de l'armée ottomane. Mais cela est une toute autre histoire. Après ce long panorama du règne de Mehmed V, que peut-on conclure au final? Eh ben, que c'est probablement le règne le plus catastrophique de toute l'histoire de l'Empire ottoman, même si Mehmed V n'eut de toute manière aucune influence sur celui-ci. L'Empire est affaibli, amputé, et ne survivra pas à son successeur. L'homme malade de l'Europe a peut-être, en cette année 1918, bel et bien péri de sa maladie. Eh bien, voilà ce qui conclut cette énorme vidéo sur le règne de Mehmed V. Mais en même temps, comprenez-moi, il y avait énormément de sujets abordés et de sujets très denses. Rien que la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose de très impressionnant. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous félicite de votre patience. Je suis même impressionné. Je voudrais vous applaudir derrière mon écran si vous avez survécu à ces 52 minutes d'histoire ottomane. Bon, ne vous inquiétez pas, normalement il n'y aura plus de folie comme ça avant très longtemps. Je l'espère. En tout cas pour le travail et le montage. Mais bon, bref. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que ça aura été le plus concis possible, malgré la densité des événements à énoncer. Et je vous dis à la prochaine pour des vidéos cette fois un peu plus courtes normalement, sur les règnes de Mehmed VI, et puis après celui d'Abdülmecid II, qui seront les deux derniers règnes que nous aborderons, et qui seront donc les deux dernières vidéos sur l'histoire de l'Empire ottoman. On a encore un peu de boulot.